J'ai un souvenir d'une personne qui m'avait vraiment choqué. Donc on fait un premier entretien, tout se passe bien. Mais je vois qu'il y a un gap dans le CV. On a eu ce deuxième entretien où j'ai demandé à la personne, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'en parler plus? Et donc je continue à poser ma question jusqu'au moment où cette personne, en fait, explose en plein vol. Et le deuxième entretien se passe super mal. Je pense que le quotient émotionnel au Vietnam est parfois dur à maîtriser. On a énormément d'ego peut-être ici. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Hello Charles, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Salut Paul, merci de l'invitation. Je suis ravi que tu m'accueilles ici dans les locaux de Back to Back. Ravi aussi, ravi de t'avoir. Super, bah écoute, pour commencer cet épisode, ce nouvel épisode, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel a été ton parcours et tes fonctions actuelles. Alors moi c'est Charles, donc j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans cette année. Je viens de Rennes, en Bretagne. Et je suis monté à Paris à mes 18 ans et je me suis installé au Vietnam il y a 5 ans. Ok. Donc il y a 5 ans et aujourd'hui je suis le fondateur de Back to Back, donc cette agence digitale, on va dire multidisciplinaire. On fait énormément de choses, mais je pense que ma principale fonction aujourd'hui, c'est d'être une sorte de papa pour mes équipes ici au Vietnam. Ok. Ouais. On va y revenir sur qu'est-ce que c'est que de monter une structure au Vietnam, la culture de la famille et de l'entreprise qui sont assez mixées ici. Est-ce que déjà, pour commencer, avant de passer sur le côté professionnel, tu peux me raconter l'histoire, ton histoire entre la France et le Vietnam? Alors, l'histoire, elle est simple. Je suis né de 2 parents vietnamiens. Donc en fait, depuis que je suis né, en fait, mes parents me parlaient en vietnamien. D'accord. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer au Vietnam tous les ans. Donc tu as grandi en France? C'est ça. T'as ton enfance? C'est ça. Ok. Mais j'ai eu la chance, ouais, pendant les vacances d'été, de revenir au Vietnam pendant 1 mois et demi, 2 mois, tous les ans. Ok. Pour voir de la famille, pour voir les grands-parents et au final je pense, découvrir un certain visage de Saigon. Donc je suis basé maintenant à Saigon d'ailleurs. Mais ça va être ça, surtout ma connexion. Et puis au fur et à mesure du temps, je pense que je me suis lassé de la France. J'aime toujours la France, hein. C'est toujours, je pense, réconfortant de rentrer en France. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un dynamisme au Vietnam qui m'a poussé à bouger ici. Donc aujourd'hui, ouais, ça va faire 5 ans que je suis ici. Et ça se passe très bien pour moi. Et je pense que je reconnecte aussi avec mes racines. C'est un peu cliché de dire ça, mais je le ressens vraiment. Je me sens beaucoup mieux C'est-à-dire ici. comment tu le ressens? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as franchi ce pas et tu as voulu venir t'installer pleinement au Vietnam? C'était, je pense, par opportunité. J'ai commencé, tu sais, j'étais dans une école de commerce, donc en fait, on m'avait demandé de faire un stage. Donc j'ai fait un premier stage ici de 6 mois dans un club qui s'appelle The Observatory. Donc c'est à partir de là, je crois que j'avais 22, 23 ans à cette époque, que j'ai commencé à vraiment découvrir le Vietnam, à me faire des amis ici et à rencontrer beaucoup de gens, à graviter autour de ce qui se passait ici. Ensuite, je pense que c'est par amour que j'ai déménagé ici. Malheureusement, je suis plus avec cette personne, mais ouais, j'ai déménagé par amour. Je finissais ma mission de conseil en France et je suis tombé amoureux d'une fille ici. Et c'est pour ça
Je suis rentré et puis et je pense que j'avais toujours cette envie au fond de moi de déménager ici. Le fait de revenir ici tous les ans, ça m'a permis de vraiment voir les différences culturelles entre la France et le Vietnam, les manières de penser, l'énergie aussi. Je pense que c'est quelque chose de super important pour moi. Mais c'était cette énergie, cette ouverture d'esprit aussi qui m'attirait beaucoup euh, du Vietnam. Et donc voilà, j'ai sauté le pas dès que j'ai pu. Ok. Mm. Tu parles justement de ces différences culturelles. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les différences culturelles auxquelles tu t'es confronté Mhm. dans ton enfance en rentrant tous les étés voir Mhm. tes grands-parents et Mhm. après au moment où tu as franchi le pas de venir faire ta carrière ici? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu énormément de choses. Et je pense que quand j'étais plus jeune, je réalisais pas forcément en fait. Je venais ici en tant que Français Oui. parce que je m'identifie vraiment plus comme étant français de base. Et donc je faisais pas forcément attention. Mais je pense que l'éducation, par exemple, ici est très différente. Donc j'ai pu le sentir par mes parents, mais le fait de venir ici déjà, je sentais que pour te donner des détails, vraiment, c'est la place de l'enfant, par exemple, dans la famille. La place de l'enfant, l'héritage, le fait d'être un garçon, par exemple, qui a énormément d'importance au Vietnam. Mon père a eu 5 grandes sœurs, par exemple, D'accord. et un grand frère. Son grand frère n'a eu que des filles. D'accord. Donc mon père a eu la chance, entre guillemets, la chance d'avoir 3 garçons. D'accord. Mais ça, on me l'a fait ressentir quand je suis rentré au Vietnam. Toi, tu es quoi? Tu es l'aîné, cadet, Je suis le cadet, ouais, je suis cadet? le deuxième, ouais. Ouais, ouais. Mais on me l'a fait ressentir aussi. Donc pour mon grand frère, ça a été énormément de pression de la famille parce que c'est la personne qui allait récupérer, tu sais, le nom de famille et donc potentiellement l'héritage de la famille. Et moi, j'étais un peu comme c'est drôle à dire, mais j'étais un peu la roue de rechange. Tu vois, c'était vraiment ça. J'ai perdu ma grand-mère quand j'étais très jeune, mais on me le faisait ressentir, quoi, que c'était mon grand frère. Mon grand frère était très proche, on va dire positionné pendant la cérémonie, très proche de ma grand-mère, alors que le reste de la famille, dont moi, j'étais un peu plus éloigné, quoi. Donc il y a vraiment Ah oui. Ok. il y a vraiment, je pense, dans notre culture, cette idée d'héritage qui est très forte, qui est très forte en Asie. La famille, très très forte aussi. Et pour te donner un deuxième exemple aussi, je pense, un des chocs culturels, ouais, on a une certaine indépendance en France en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, et puis quand on rentre dans la vie active, tu sais, on devient très indépendant. Mais je pense que ça, c'est très différent au Vietnam. On est beaucoup plus dans la famille, dans la communauté. Et donc ça, c'est 2 exemples de différence, ouais, que j'ai Hmm. pu noter depuis que je suis arrivé au Vietnam, ouais. Ok. Oui, c'est vrai que c'est pas rare de voir une famille où il y a les grands-parents, les Mhm, parents, les enfants, même si les enfants sont diplômés, commencent déjà à mhm. travailler, tout le monde habite dans la même maison. C'est ça, C'est une c'est assez culturel ici. Ouais. ouais, c'est ça. Ok. Ça commence à changer. Ça commence à changer et on voit du progrès hein, sur ces aspects-là. Mm. Mais c'est vrai que tu sais, en France, par exemple, on a la chance d'avoir les retraites, la sécurité sociale. Donc c'est vrai qu'au Vietnam, on va pas jouir des mêmes bénéfices. Donc au final, le système fait que les familles ici doivent s'organiser différemment. Hmm. Donc c'est assez compréhensible. Et à la fois, c'est assez, je pense, assez respectable, honorable quand tu vois des familles qui sont très soudées, mais parfois trop soudées. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me fait assez peur, je t'avoue. Mais énormément de respect pour ça, pour cette culture. Ouais. Ok. Et quand donc tu l'as dit, tu fais un stage Mhm. qui est un déclic pour toi, un élément déclencheur. Mhm. Ensuite, tu vas rentrer en France et après, tu vas revenir.
C'est ça. Quand tu reviens au Vietnam, d'un point de vue professionnel, pareil, est-ce que tu peux m'expliquer une différence culturelle où tu t'es confronté à un grand défi culturel? Ouais. Bah ouais, j'ai eu beaucoup d'accidents. Je vais te parler de ma première expérience ici parce que j'ai rejoint une agence digitale. Mais c'était le chaos. Enfin, c'était le chaos. C'était vraiment dur. Je suis arrivé dans cette boîte, dans cette agence avec deux autres expats. Ok, là on est en 2020 à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va être en fin 2019, Ok. début 2020. Ouais. Pas encore le Covid? Pas encore, juste avant. Mais ouais, j'ai rejoint cette agence et ces deux expats et moi, on a été détestés. Mais vraiment détestés dans le sens où C'est des expats français, d'autres nationalités? c'était donc Vic Kieu. Moi, je suis Vic Kieu, donc issu de parents Oui. vietnamiens, Avec une éducation français, française? c'est Ouais. ça. Il y avait un deuxième Vic Kieu qui venait du Canada. Ok. Et le troisième est des Pays-Bas. Ok. Donc on a été, ouais, effectivement, on a eu beaucoup de mal à s'intégrer. On s'est jamais vraiment intégré, je pense. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense l'écart de salaire déjà. L'écart de salaire, le fait qu'on arrive tous en même temps, je pense que ça fait peur. Mais je pense qu'il y a énormément de points. Tu sais, il y a pour monter un business ici en tant qu'entrepreneur, si tu veux mélanger des expats avec des Vietnamiens, il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois présent, il faut que le management soit vraiment carré. Il faut qu'il y ait énormément de communication, et il faut qu'il y ait énormément d'éducation aussi. Si, en tant qu'entrepreneur, tu ne prends pas cette responsabilité, potentiellement, il peut arriver que des tensions surviennent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours eu la chance de bosser dans des belles boîtes, dans une boîte de conseil notamment, où il y avait une très bonne énergie, où tout le monde s'intéressait, communiquait de manière assez fluide. Mais ouais, effectivement, quand je suis arrivé au Vietnam, cette première agence, c'était chaotique. Personne ne voulait nous communiquer avec nous. Je pense qu'il y avait la barrière de la langue aussi qui jouait un rôle important. Et je pense que aussi, bon, parlons cash hein, sur la communauté vietnamienne au niveau du travail. Je pense qu'il y a un grand écart sur comment les Vietnamiens perçoivent le travail par rapport aux Français. C'est-à-dire comment ils le perçoivent? Je pense que de ce que je vois, c'est beaucoup dans un. Tu sais, si on parle de Maslow, par exemple, on va être plus sur les bases, donc sur de la survie. Donc, euh, donc c'est assez drôle de se dire que parfois, je rencontre, tu vois, des Vietnamiens ici et dans le travail, et ils sont plus dans un état d'esprit où ils ont la chance de travailler pour une boîte. C'est-à-dire qu'ils voient ça comme une opportunité et une chance, plus qu'un dû. Donc c'est des différences, tu vois, c'est un peu, bah, tu as la chance d'avoir un boulot avec moi, par exemple, bah, force-toi à bosser H24, 7 jours sur 7, parce que bah, tu as eu la chance et l'opportunité de. Et je pense il y a cette mentalité-là, un peu aussi de pas vouloir perdre son boulot. Tu sais, au Vietnam, par exemple, on n'a pas vraiment de CDI, on est sur des CDD d'un an. Et donc, il y a toujours cet état d'esprit où tu peux partir à n'importe quel moment, en fait. Tu peux être viré à n'importe quel moment, entre guillemets. C'est très simple pour les entrepreneurs ici de se débarrasser de toi si ça marche pas, quoi. Et venant de la France, où tu sais, on est vraiment on est beaucoup plus prudent dans le recrutement parce qu'on sait que quand tu passes ta période d'essai, tu es un peu lié à l'entreprise et tu es protégé aussi. Enfin, on a une mentalité qui est complètement différente par rapport à ça, mais complètement différent. Donc c'est vrai que moi, c'était un choc quand je suis arrivé, de parler avec des personnes qui ont plus peur de toi que de vouloir travailler et de collaborer avec toi. Donc c'est comme ça que je l'ai vu quand je suis arrivé au Vietnam. C'était un peu, c'était chaotique,
mais il fallait que je puisse prendre du recul sur la situation. Et justement, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas travailler et collaborer avec toi, sachant que si j'écoute ce que tu dis Mhm. et tu me dis que ils considèrent que le travail est une chance, bah, il faut justement faire en sorte que Mhm. tout se passe bien dans l'environnement de travail et quand il y a un nouvel élément, Mhm. le prendre en compte pour moi potentiellement garder mon Mhm. travail et faire en sorte que mon boss soit satisfait pour Mhm. renouveler mon contrat. Donc, quelle a été cette défiance? Pourquoi tu... Ouais. Il y a eu beaucoup de jalousie, je pense. Ok, Écart salarial, déjà. ouais, si tu le dis. Moi, c'est assez drôle, hein. On avait une responsable ressources humaines qui était assez transparente avec tout le monde sur. Bon, elle faisait pas très bien son travail, mais je pense que c'est le manque de structure. Manque de structure. C'est si t'as pas cette communication dès le début, si t'as pas un manager ou un responsable qui vient vraiment à lier Hmm. tes équipes, potentiellement, ça crée des frictions. Ça va créer des frictions en interne. Je pense que ouais, effectivement, il y a ça. Je pense qu'il y a ce que je disais, mais je suis un peu en train de me répéter au final, mais Ok, tu vois, je pense que c'est la barrière de la langue, beaucoup. ok. On se comprend pas. On se comprend pas ou on se connaît pas. Je sais que par exemple, le sarcasme français, tu vois, dans le milieu du travail au Vietnam, ça marche pas du tout. Et il faut éviter. Il faut éviter. Bon, après, tu vois, en fonction des environnements, en fonction des personnes, des boîtes, mais dans cette boîte-là, moi, j'ai essayé de. C'est comme ça que j'essaie de graviter autour des gens. J'essaie tu vois, détendre l'atmosphère, d'être un peu ridicule, vulnérable, pour essayer de relaxer tout le monde, on va dire. Mais ça marche pas. Ça n'a pas marché, en tout cas. Peut-être que j'étais pas très drôle, je sais pas, mais en tout cas, c'était assez compliqué au début, ouais. Ok. Très compliqué. Donc, tu fais cette expérience dans cette société Mhm. à Ho Chi Minh. Et après, c'est en 2021 où tu crées C'est ça. Back to Back Agency. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la genèse de ce projet? Ouais, bah écoute, c'était pour moi, Back to Back, c'était déjà un projet que j'avais avec. J'avais une organisation en France, donc je faisais des événements de musique électronique, et j'ai très bien matché avec un directeur artistique qui a fait notre DA pendant quasiment 8 années en France. Et à partir de ce moment-là, en fait, on s'est dit un jour, pourquoi pas monter notre agence. Et vu qu'on était dans la musique tous les deux, et vu qu'on travaillait très bien, dos à dos, entre guillemets, euh, on a voulu utiliser ce terme-là, qui est plus un terme de musique à la base, qui a plus une référence à la musique. Musique, donc c'est back-to-back entre deux DJ qui viennent jouer ensemble. Mais on adorait cette idée de collaboration, d'énergie. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément aussi dans le travail. J'ai eu la chance d'avoir des très bons clients, en contraste de moins bons clients, entre guillemets. Mais ce que j'aime le plus dans l'aspect service, c'est de pouvoir aider, mais d'être aidé en retour. Donc c'est vraiment une question de synergie, d'égalité. Bien que ouais, on soit payé forcément pour le travail en agence, mais l'idée c'est vraiment de travailler en synergie parce que je pense que c'est le meilleur travail qu'on puisse faire. Donc c'est ça aussi la philosophie de Back to Back, c'est vraiment de graviter, de travailler avec des personnes qui ont de l'ambition, qui nous inspirent, parce que nous-mêmes on est ambitieux et on est inspiré par ce qu'on fait. Donc 2021, c'est ça. J'arrive à un moment où l'agence dans laquelle je travaille, c'était chaotique pendant vraiment une bonne année. J'avais aussi cette frustration, je pense, de voir à quel point mon projet de rentrer au Vietnam, de m'intégrer à cette communauté, m'intégrer au pays, ne fonctionnait pas vraiment, en tout cas pas au travail. Et du coup, c'est de là où est venue l'envie de créer l'agence. Et c'est aussi là où le Covid est arrivé. Donc, c'était assez chaotique aussi. Mais j'ai commencé comme ça, du Ok. coup, dans mon appartement, tout seul,
enfermé, à rêver de Donc cette là, agence. tu crées cette agence, tu dis, enfin, c'est créer des synergies, tu parles de Mhm. musique. À Mhm. quel moment se fait réellement le pivot? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'activité principale Mhm. de Back-to-Back Agency. Mhm. Vous êtes plus sur du marketing de C'est performance, ça. du SEO, c'est de Mhm. l'optimisation de mots-clés sur les moteurs Mhm. de recherche, Mhm. de stratégies créatives. Mhm. À quel moment vous basculez sur cette activité? Je pense dès le début, en fait, ce que je te disais, donc je bossais dans un cabinet de conseil et je faisais déjà de la stratégie digitale. Oui. Donc en fait, entre guillemets, le why a toujours été là pour moi et sur le what, en fait, par extension, l'idée d'aider, de créer des synergies. Le what, c'était vraiment mon savoir-faire. Et je suis sorti d'une école de commerce, j'ai fait du marketing digital beaucoup, data-driven. Donc c'est finalement par là que j'ai commencé. Et, Ok. euh, et le fait d'avoir bossé sur mon asso d'événementiel, bah, je travaillais énormément le branding, je travaillais énormément le marketing, la communication en fait. Donc c'est un peu, tu vois, la suite logique, on va dire. Ça a été la suite logique pour moi, donc on a commencé par ça et on verra. Pour moi, j'aime pas me donner cette étiquette même s'il faut être concret sur ce qu'on propose à nos clients, mais c'est vrai que l'idée pour nous, c'est vraiment de travailler sur du marketing, potentiellement à 360 dans une dizaine d'années. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de créer des expériences pour nos clients, pour leurs clients aussi. Travailler à la performance, donc essayer d'être le plus rationnel possible aussi sur le travail qu'on fournit, les résultats que nos clients vont avoir. Mais c'est vrai que, ouais, effectivement, tu vois, j'ai pas commencé par introduire tous ces services parce qu'au final aussi, je me rends compte que c'est un peu illimité. L'idée pour moi, c'est de créer un espace de travail, un environnement où on va continuellement apprendre, grandir. Mais j'ai pas peur de te dire, par exemple, que je pense pas qu'on soit la meilleure agence et j'ambitionne pas d'être la meilleure agence euh, au Vietnam ou même dans le monde. L'idée, c'est vraiment de travailler sur du long terme avec nos clients en synergie. Euh, et c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. Ok. Ouais. Vos premiers clients, Mhm. comment est-ce que tu lances le business avec tes premiers clients? Tu vas plutôt les chercher en France, c'est au Vietnam que se créent les premières opportunités. Alors, pour te dire la vérité, j'ai fait quelque chose de pas très éthique. Quand je suis sorti de l'agence précédente, en 2021, bah, j'ai discuté avec les clients que j'avais. Ok. Donc au final, bah, ils ont voulu me suivre, tout simplement. Bah, je leur ai dit que je partais, que j'ouvrais ma propre boîte. Et c'est drôle, j'ai un de mes clients qui m'avait questionné et qui m'avait dit de manière assez surprise, bah, qu'il pensait que j'étais le CEO déjà de ma boîte. Donc en fait, ça te donne une idée en fait je pense que je suis vraiment rentré dans une agence qui n'était pas forcément très bien structurée, Mhm. qui était pas forcément non plus. Je pense que l'entrepreneur en question était pas forcément très présent dans la construction de son agence. Et donc, avec l'ambition que j'avais à l'époque, en fait, j'ai pris énormément de responsabilités. Et ouais, ça a commencé comme ça, en fait. J'ai 2 clients qui m'ont suivi. Et on a pu, grâce à ces 2 clients, structurer notre agence au fur et à mesure. Parce que pour te dire la vérité, même aujourd'hui, après 3 ans d'agence, euh, bah, la structure est toujours un peu bancale, le branding est toujours un peu bancal, mais pour moi, c'était important, je pense, de me lancer, vraiment de me lancer, et j'avais cette opportunité-là, plutôt que d'attendre d'avoir un produit fini, de quelque chose de trop propre et net, parce qu'au final,
bah, au final, tu vois, en 3 ans, on a tellement évolué, on a tellement changé. J'ai énormément appris de toutes nos expériences, bah, qu'au final, je pense que même si j'avais attendu 1 année, 2 années de plus, bah, j'aurais jamais réussi à avoir quelque chose de tangible ou de comment dire, de net ou qui me satisfasse à Parfaitement, 100%. ouais, bien sûr. Moi, c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est d'incrémenter et de s'améliorer en permanence, mais le plus dur, de toute façon, c'est la première marche, C'est ça, c'est le jump, quoi. c'est OK. ça. Quand tu crées, ton agence, hem, quel est l'ADN que tu imagines justement et Mmh. quel est l'ADN aujourd'hui qui vous représente? Mmh. Pour moi, c'est très important, comment je le visionne, en fait, je le visionne, c'est d'avoir un environnement, sain. Je pense que c'est le plus important pour moi, mais c'est le fait de faire des rencontres, le fait de communiquer, d'apprendre de tes employés, mais bah, que tes employés apprennent de toi et qu'en fait, vice versa. Il faut qu'il y ait cette synergie au final. Pour moi, c'est l'ADN de l'agence. Hem, c'est aussi, cette volonté d'avoir une ouverture d'esprit, hem, entre nous. On est tous différents dans l'agence, mais je pense que c'est ce qui fait notre force, surtout dans le marketing au final. On travaille, pour plusieurs clients dans différentes industries. On n'est pas spécialisé ou cantonné à une, industrie en particulier. Mmh. Mais je pense que c'est important en tant que marketeur de toujours avoir une ouverture d'esprit, de toujours comprendre, toujours essayer de comprendre, d'être curieux, de comprendre ouais, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est behavior, je sais plus comment Une le dire en croyance, anglais, ouais. croyance mais c'est important pour moi. Et donc, l'idée vraiment de l'agence, c'est d'essayer de créer cet environnement où on communique énormément, où on va être ouvert au conflit. Parce que je pense que c'est très important aussi, plutôt que d'être cantonné à tes idées, heu fermé d'esprit. Il vaut mieux communiquer, avoir des conflits avec d'autres personnes. Donc moi, c'est vraiment dans cette approche-là, que j'ai monté l'agence parce que je pense, foncièrement que c'est, ce qui nous permet d'avoir le meilleur service pour nos clients. Meilleur service, c'est toujours avoir cette, ouverture d'esprit. OK. Ouais. Quand tu crées, Back to Back Agency, donc là, tu passes fondateur de ton entreprise, Mmh mh. tu recrutes tes Mmh. premiers salariés. Mmh. Aujourd'hui, tu as une équipe, établie. Comment tu prends en compte, même si tu as des racines, vietnamiennes, Mmh. comment tu prends en compte justement les différences culturelles Mmh. dans ton management? Ouais, Aujourd'hui, déjà par rapport à ton équipe, c'est ouais, composé à 100 de Vietnamiens et ouais. Vietnamiennes ou il y a des expats? Alors, on a eu la chance d'avoir, ouais, des expats dans l'équipe. On a aujourd'hui, on a 90 de notre staff qui est, vietnamien. On a une personne qui est d'origine, philippine, OK. des Philippines, ouais. Hem, non, en fait, je pense que j'essaye de toujours diviser, tout ce qui va être culturel, tu vois, plus, familial dans l'éducation, de l'aspect entreprise. Je pense que quand tu intègres une agence ou intègres une entreprise, il faut savoir, t'intégrer à cette culture d'entreprise. Hem, je peux comprendre et moi-même en étant français, en arrivant au Vietnam ou vice versa, un Vietnamien rentrant dans une agence, plutôt dans une mentalité française, je peux comprendre que ça puisse, choquer, mais je pense que c'est important quand tu rentres dans une agence que tu t'intègres à cette culture. Tu joues le jeu en fait. Hem, mais en tant que Vietnamien, je vais te dire, je pense que c'est trop simple de retomber ou d'utiliser cette, culture à notre avantage. Hem, pour te donner un exemple concret, je pense que quand j'étais, gamin, hem et que, dans la cour de récré, on se moquait de moi ou quoi que ce soit, j'utilisais la carte du racisme. Je disais: «Ah, tu te moques de moi parce que tu es raciste».
Mhm. Et je pense qu'on en abuse trop de cette culture, de ces différences culturelles. Je pense que au niveau du travail, de ce que je vois au Vietnam, au final, on est tous très différents. On a effectivement une certaine culture, mais je pense qu'au final, des personnes avec qui je travaille, on a tous des éducations qui sont plus ou moins différentes. Je pense qu'on a le corps, entre guillemets, principal dont on a parlé précédemment, l'aspect familial, etc. Mais derrière en fait, ce serait trop réducteur de recruter en le pensant ouais, en réduisant en fait mes équipes ou les personnes que j'interviewe à des Vietnamiens standards ou avec une culture trop similaire. Je pense qu'il faut nourrir nos différences beaucoup, mais en tant qu'individuel aussi, hein. Euh, et, euh, et ça, c'est important dans l'agence. Ok. Les personnes que je recrute, euh, j'essaye d'aller plus loin dans le recrutement que sur des questions standards. J'essaie de comprendre le why. Ouais, et tu vois, c'est assez challengeant au final, mais j'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi en tant que personne individuelle, tout en ayant conscience de l'environnement dans lequel ils grandissent et, et des cultures. Mais pour moi, chaque personne est différente. Et, euh, et c'est ça que j'essaye de nourrir le plus dans l'agence. Ok. Ouais. Et dans ton management, tu es plutôt directif, dans la vision. Mhm. Comment tu travailles? Je sais que je suis très critiqué par rapport à ça dans mes amis, etc. Mais je vais être beaucoup plus directif, effectivement. Euh, Directif, mais ce qui veut aussi dire empathique. Directif dans le sens où je vais imposer une vision, je vais imposer les règles du jeu pour les personnes qui rejoignent l'agence, mais je sais que je ne peux pas me permettre d'imposer des règles et d'être directif si je ne suis pas compréhensible. Donc il y a toujours un temps d'adaptation, et dans ce temps d'adaptation, c'est énormément de communication. Euh, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'écouter mes employés, m'expliquer les difficultés qu'ils rencontrent. Mais c'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'être le papa un peu de cette agence. Mais c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Il faut discuter de, 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 de choses qui nous bouleversent, des conflits qu'on peut avoir. Mais je pense que c'est très important au final d'avoir un aspect de discuter de manière personnelle. Par rapport à toutes les entreprises où j'ai pu bosser, où on va essayer vraiment de séparer le personnel et le professionnel, je pense que si tu veux pouvoir avoir une agence qui communique bien, où les personnes s'entendent bien, euh, il faut du conflit, il faut de la discussion, il faut de l'empathie. Il y a eu des pleurs, il y a eu énormément de pleurs hein, dans l'agence, euh, mais ça s'est toujours soldé par quelque chose de plus positif au final. Et c'est comme ça que je vois le travail en agence. C'est quelque chose que potentiellement j'aurais jamais pu faire en France. Il y a énormément de lois, il y a énormément de protections. Mais c'est vrai que moi, c'est important de bosser avec des personnes dont je vais nourrir la confiance, mais surtout qu'on soit vulnérable l'un envers l'autre. Donc, énormément de travail sur moi aussi. Hein. Comment mettre mon ego de côté, comment m'ouvrir à mes employés et aussi de leur côté. Comment ils viennent en arrivant dans un environnement un peu bizarre ou un peu différent, comment ils viennent doucement s'ouvrir et faire confiance à l'agence. Et ça me réussit bien aujourd'hui. Moi, c'était un des gros challenges, tu vois, pour l'agence, c'était comment réduire ce turnover qu'on a énormément au Vietnam. Oui. Oui, tu Euh, parlais de l'incertitude des contrats.
Les gens, sachant qu'ils ont 1 an, 2 ans de contrat, ils pensent déjà à la suite C'est ça. avant même de finir. Et donc, toi, c'est difficile de capter, de capitaliser sur les talents existants. Comment tu fais? C'est ça. C'est beaucoup de choses. Et juste pour insister sur cet aspect-là, tu sais qu'au Vietnam, on a la prime du 13e mois qui arrive juste après la fête du Tet. Donc ça, c'est le nouvel an vietnamien en février. Ouais, et ça, c'est l'hécatombe pour énormément d'agences. C'est souvent le moment où tu vas avoir énormément d'employés qui attendent cette prime et qui commencent déjà à chercher et qui vont du coup intégrer d'autres entreprises, d'autres agences. Ce turnover se fait à ce moment-là. Non, pour moi, c'était important, je pense, dans l'agence d'avoir une communication directe de la part de mes employés. Donc c'est vraiment d'essayer de les faire sentir bien dans l'agence, qu'on soit aussi humain dans notre approche. Leur faire comprendre qu'en fait, si tu cherches un autre boulot, si t'es pas satisfait avec ton boulot actuel, que je suis très ouvert à l'idée d'entendre les arguments. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses, mais je pense que c'est aussi dans la manière dont tu traites tes employés. On a la chance d'être une petite équipe. Donc l'idée, quand on est une petite équipe, c'est vraiment de travailler en transparence. Mais aussi, je pense, un des points essentiels pour moi, ça a été aussi la transparence des salaires. C'était important pour moi que l'équipe sache combien je touche, combien l'agence fait d'argent, combien on fait d'argent avec nos clients, comment on facture, et qui, dans l'agence, gagne quoi. Tout le monde connaît les salaires de tout Ouais. le monde, d'accord. Et c'est important. C'est important dans l'agence. Qu'est-ce que ça apporte? De la confiance. Ça apporte énormément de confiance. C'est ça, c'est se dire que on sait tous la situation de l'agence. On sait quand l'agence va bien. Et on sait quand il va falloir faire plus d'efforts. Mais ça crée une solidarité, ça crée énormément de confiance. Je travaille vraiment avec mes managers pour qu'on soit très clair sur le développement personnel de nos équipes, sur aussi la transparence de ces salaires, mais aussi on les pousse, hein. C'est drôle, mais je les pousse aussi à me demander tu vois, des hausses de salaire ou quoi que ce soit. Non, j'essaie vraiment d'avoir, et je pense que c'est assez idéaliste comme approche, mais j'essaie vraiment d'avoir une approche rationnelle, très rationnelle de la manière dont on travaille. Parce que, ouais, effectivement, je pense que c'est ça. Pourquoi il y a énormément de turnover? Potentiellement parce que t'oses pas demander une hausse de salaire. On en parlait tout à l'heure, mais si tu es déjà dans une mentalité où tu as la chance, l'opportunité d'avoir un boulot, plutôt que d'être dans une mentalité où entre guillemets, tu deserves, tu mérites, demander une hausse de salaire, c'est très compliqué pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est ça aussi, c'est ça l'idée, c'est de se dire ok, tous les ans on va en rediscuter, tous les ans je vais t'apprendre, je vais t'aider à te défendre et à être fier de toi, à être fier des compétences que tu as pu développer. Mais tout ça, ça demande énormément de temps au final. Ça demande énormément de temps, d'éducation. Et pour moi, ça se passe plutôt bien. Mais c'est un job de papa. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une situation assez insolite que tu peux me raconter? Alors, soit une demande d'un client étrange, une situation par rapport à justement aux différences culturelles, un élément fort de ta carrière où tu te dis, bon, là, c'est pas quelque chose de courant et est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu en as appris? Plus, ça n'a pas forcément de charnière, mais j'ai eu pas mal de conflits qui ont mal tourné. C'est-à-dire? Pas mal de conflits avec surtout des employés ou je dirais ou des interviews par exemple. Je vais avoir des interviews où je vais essayer de découvrir la personne et Entretien d'embauche, ouais. entretien d'embauche, ouais. Et puis j'en ai
Ouais, j'ai un souvenir d'une personne qui m'avait vraiment choqué. Donc on fait un premier entretien, tout se passe bien. Mais je vois qu'il y a un gap dans le CV. Mais moi, je suis pas une personne qui vraiment essaye de piéger ou quoi que ce soit dans mes entretiens. Mais c'est vrai qu'on a eu ce deuxième entretien où j'ai demandé à la personne, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'en parler plus? Et je sentais que la personne était hésitante, allait dans tous les sens, utiliser le Covid comme une excuse. Mais bon, je regardais les dates sur le CV, c'était pas vraiment le Covid. Et donc, je continue à poser ma question jusqu'au moment où cette personne, en fait, explose en plein vol. Donc, j'ai une personne en entretien qui avait vraiment géré pour son premier entretien. Et le deuxième entretien se passe super mal parce que j'ai osé demander ce qui s'était passé, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, effectivement, j'ai beaucoup de situations comme ça. Qu'est-ce qui s'est Euh, passé quand tu dis elle explose? Enfin, la personne m'a clairement expliqué que je n'étais pas son premier choix de candidature. Donc l'entretien s'est arrêté à ce moment-là. oui, ok. Parce que la personne, vraiment, tu vois, je l'ai challengée jusqu'à ce qu'elle explose, en fait, qu'elle s'énerve, qu'elle change complètement d'attitude. Euh, et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup ça. J'ai tendance à aller dans. Ouais, je suis quand même. Je challenge pas mal, mais c'est vrai que garder son sang-froid ou je pense que le quotient émotionnel au Vietnam est parfois dur à maîtriser. On a énormément d'ego, peut-être, ici. Plus d'ego. Mais ouais, effectivement, c'est parfois compliqué à gérer dans le monde de l'entreprise. Et puis, je demande énormément à mes employés aussi, tu vois. Donc, je suis vraiment dans l'ouverture d'esprit et puis j'essaie vraiment de me familiariser à eux. On a des discussions qui sont parfois très fortes. Donc c'est vrai que parfois, tu vois, quand tu t'ouvres à des personnes autour de toi, je vois beaucoup ça, et moi, ça a été le cas quand j'étais enfant. Euh, on a tendance à se protéger, d'être vulnérable, en fait. Je pense que c'est quelque chose dans l'éducation vietnamienne, mais euh, il faut garder la face. Euh, ouais, c'est très dur pour un Vietnamien, pour moi en premier lieu, hein, d'avouer mes échecs, d'avouer mes problèmes. Enfin, tu sais, c'est très vietnamien, hein. Mes parents aussi m'ont aussi énormément éduqué dans cette approche-là, de toujours être bien élevé. Tu sais, il y a cette expression au Vietnam, par exemple, très drôle, hein, mais une insulte au Vietnam, c'est Mok Yai, qui veut dire manque d'éducation. Et ça, si tu dis ça à un Vietnamien, il va vraiment être très choqué, quoi. Et je pense qu'il y a ça, ouais. Il y a ça au Vietnam. Il y a vraiment cette idée d'être bien éduqué, de garder la face, de montrer que tu es toujours propre, intelligent, successful. Et au final, le fait d'essayer de poser des questions tu vois, à mes employés ou même à des personnes qui vont passer des entretiens avec nous, quand tu commences à leur demander de manière un peu plus détaillée quels sont les problèmes qu'ils ont pu avoir, etc., ouais, j'ai eu certaines personnes qui ont explosé en vol. Ok. Parce que pas capables ou ils sont dans des situations complètement différentes où personne n'ose leur demander. Et parfois, ouais, parfois c'est compliqué, tu vois. Moi, c'est important de poser ces questions-là parce que j'ai besoin de faire confiance aux gens. Mais si les seules choses que je vois de ces personnes-là, c'est que du positif, je vais me demander, ouais, qu'est-ce qui cloche? Tu vois, Hmm. je vais être un peu parano par rapport à ça, mais personne n'est parfait. Et autant assumer ça plutôt que d'essayer de le cacher, je pense. Ok. Ouais. Tu parles des échecs aussi, que c'est difficile pour tout le monde, notamment Mhm. en Asie, d'expliquer ses échecs. Mhm. C'est une question que je vais aborder avec toi. Mhm. Est-ce que justement tu me racontais, moi je considère que c'est dans les échecs qu'on apprend le plus, Ouais. et c'est en entendant aussi pour les auditeurs des échecs d'autres personnes, des erreurs, Mhm. que on peut aussi transposer ça facilement. Je trouve qu'on transpose plus facilement les échecs et les erreurs à Mhm. son quotidien
que les réussites. Les réussites, elles sont personnelles, alors que les échecs et les erreurs nous permettent plus facilement de grandir et d'évoluer. Est-ce que tu peux m'expliquer un échec de ta carrière et comment tu as fait justement pour rebondir? J'en ai eu plein. J'en ai eu énormément. Donc, mon plus gros échec, je pense. Mais après, je parle d'échec, mais au final, tu vois, c'était une belle expérience. C'était mon asso quand je faisais de l'événementiel à Rennes. Ok. Asso de musique quand tu as C'est ça. fondé Nuit Indigo. C'est ça. Nuit Indigo, il y avait Décilab aussi juste avant, mais c'était à l'époque de Décilab. C'était mon ambition qui m'a joué des tours. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle faisait cette asso? Ah ouais, pardon. Quelle était ton ambition? Est-ce que tu peux me Donc, contextualiser? en fait, on était une bande de potes à l'époque. On a commencé comme ça. On faisait de l'événementiel. On commençait à mixer tous ensemble. Et puis, on a commencé à faire des événements. On a commencé à faire des concerts. On a commencé à travailler avec des festivals aussi à Rennes. Mais ouais, effectivement, on avait un rythme qui a accéléré. Donc, on faisait un événement tous les 2-3 mois. Et puis, à un moment, mon ambition m'a pris de court et j'ai commencé à vouloir faire un événement tous les mois. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, de un, le public n'était pas prêt à ça. Parce qu'on est dans un vivier à Rennes de collectifs. On était une quarantaine de collectifs à l'époque, de Décilab. Donc, c'était 2017 à 2020. Ouais, une quarantaine de collectifs à faire de l'événementiel. Je pense que ça a été un des plus gros échecs, ça a été de vouloir accélérer. Et puis, en tant qu'étudiant, de perdre l'équivalent de 5 000 euros sur 2 événements. Ça a été, je pense, la passion aussi qui m'a trop poussé dans l'irrationalité. Je pense que j'ai manqué pas mal d'opportunités sur des gros artistes émergents qui auraient pu m'aider à remplir mes salles un peu plus. Mais j'ai décidé autrement. Et je pense que c'était ça, quoi. Vraiment, c'est premier échec et plus gros échec, je pense, dans cet entrepreneuriat-là. C'est de se dire, bah écoute, en fait, t'as voulu jouer, t'as voulu être trop ambitieux et peut-être trop stubborn, trop têtu. Et bah tu payes maintenant. Tu payes la dure réalité du business. Ça reste un business. Et même si tu es passionné, et je suis passionné aujourd'hui par ce que je fais avec l'agence, mais il faut te structurer. Il faut te structurer, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Et pour moi, ça a été un turning point, un milestone énorme pour moi. Parce que c'était de me dire, bah, effectivement, bah, la musique, qui était une passion pour moi, j'avais bossé en maison de disques aussi à l'époque, bah, c'est un business, c'est une industrie. Et si tu veux que ça tourne pour toi, bah, il faut faire des choix qui ne seront pas forcément alignés avec ta passion, mais il faut savoir faire des sacrifices pour pouvoir potentiellement à l'avenir être plus libre dans tes choix artistiques. Pareil pour l'agence aujourd'hui, je pense. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Mais quand je réfléchis au développement de l'agence, je prends... je communique avec mes employés beaucoup sur comment ils ressentent l'évolution, sur les plans, etc. de développement. C'est important. Tu bosses avec une équipe. En tout cas, pour moi, tu vois, la force de l'agence, c'est l'équipe. Et c'est important qu'ils soient aussi, qu'ils contribuent à ce développement-là, qu'ils nous donnent leurs avis. Comment est-ce que tu fais pour continuer de progresser aujourd'hui, continuer à apprendre? Ben, ça commence par être vulnérable. C'est important. Mais c'est drôle, mais en management, c'est un truc que je vois énormément. C'est l'entitlement. Le fait d'être d'être défini par un titre. Donc, et je pense que c'est un des plus gros problèmes de l'entrepreneuriat, même du travail en général. Pour apprendre, il faut savoir identifier
qu'est-ce qu'il faut apprendre? Il faut savoir aussi dire qu'on est mauvais à un certain sujet, mais il faut apprendre à être mauvais, quoi. Il faut apprendre à désapprendre, Mmh. learn to unlearn. Je le dis souvent à mes staffs. Et le rapport avec le titre, justement, quel Ouais, est-il pour toi? C'est que quand tu as le titre CEO, tu peux pas être mauvais dans certains endroits? pas Certains forcément domaines? au niveau d'un CEO, mais je pense que, tu vois, on est trop attaché quand on grandit dans le monde du travail par la position, le titre qu'on a, les responsabilités qu'on a. Et je pense qu'il y a beaucoup de pression par rapport à ça, et aussi par rapport au regard, du coup, de tes équipes, de tes employés. Et ça peut te jouer des mauvais tours parce que tu peux très facilement tomber dans le piège de je dois être bon, je dois être intelligent, je dois savoir ces choses-là. Plutôt que de te dire, OK, partons de zéro. Il y a zéro pression de mon côté. J'ai une équipe qui me fait confiance et qui m'a poussé à devenir manager ou quoi que ce soit euh, parce que j'ai cette vulnérabilité-là, parce que j'écoute les équipes qui sont autour de moi, parce que je les empower, parce que aussi, et ça c'est un truc super important pour moi, euh, parce que, ouais, effectivement, je suis prêt en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, à avoir des gens plus intelligents autour de moi. Mmh. Et le fait d'être CEO, fondateur ou manager d'eux, en fait, ça veut pas dire que tu dois être meilleur que les autres. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Pour moi, une bonne agence, c'est effectivement un endroit où tu peux laisser tes employés à bosser sur des sujets que tu ne maîtrises pas, mais au final, tu vas très facilement pouvoir communiquer avec eux et leur demander, OK, bah, sur quoi tu bosses? Est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Mmh. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et c'est pour ça que l'entitlement est dangereux pour moi dans une entreprise. On a des titres dans l'agence, mais pour moi, c'est important pour apprendre qu'on soit tous à l'écoute l'un de l'autre et qu'on soit prêt à être bête, en fait. À être bête dans le sens où, tu vois, on a commencé à développer notre service UX UI, mais je l'ai fait en interne. J'ai pas forcément recruté des personnes. On s'est formé en ligne, mais on a commencé from scratch, en fait. Donc, je ne savais pas, et comme la plupart de l'équipe, dans l'équipe, personne ne savait utiliser Figma, Framer, tu vois. Donc, c'était OK. Et parce qu'on s'est dit, OK, on a cette position de challenger, on n'a rien à prouver au final, bah, on a appris super vite. Et c'est ça, tu vois, par rapport à quelqu'un qui se dit, merde, il faut que je prouve à tout le monde que je suis plus fort, que je sais ce que je fais, il faut que je prouve à mes équipes que j'ai la légitimité d'être à ce niveau-là. Nous, de notre côté, on avance, on continue, on s'en fiche en fait de ces titres. Et je pense que ça, c'était, et désolé, hein, je pense que j'étends un peu sur la question, mais un truc très important pour moi. Mais j'ai eu la chance de rencontrer, en tant que consultant, une cliente qui m'a ouvert les yeux sur ce sujet-là. J'étais très stressé en tant que consultant, j'étais très jeune, j'avais pas l'impression d'être légitime. Et j'ai eu cette réunion en fait avec cette cliente qui m'a ouvert les yeux parce que cette cliente-là qui s'appelle Mariama, elle m'a juste demandé, ouais, bah, est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes compétences, etc. J'étais consultant à la base, donc elle voulait savoir quelles étaient mes skills au final. Et au fur et à mesure où j'explique ce que je fais, elle voit que je suis complètement stressé. Puis elle me pose un moment, elle me dit, Charles, bah, en fait, je sais que tu es consultant, que je suis ta cliente, mais au final, moi, ça m'est égal au final. Ce qui m'importe, c'est qu'on travaille ensemble. Ce qui m'importe, c'est que tu puisses me dire sur ce sur quoi tu te sens bien, les sujets sur lesquels tu te sens un peu moins bien, pour qu'on organise l'équipe, pour que tu puisses travailler avec nous en bonne intelligence. Et, euh, et ouais, effectivement, tu vois, c'était une réunion et puis une manière de travailler qui a complètement révolutionné ma manière de penser.
C'était vraiment de me dire, avec Mariama, on était une équipe de 4 avec Mariama on top. Elle nous aidait de ouf, quoi. Elle nous guidait, elle nous demandait. En fait, elle n'avait pas les connaissances techniques, mais ça lui importait peu. Pour elle, c'était vraiment de nous inviter à discuter de ce qu'on faisait. Et puis, elle nous guidait, même sans avoir de compétences techniques. Elle venait nous guider en nous posant les bonnes questions, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui me permet de grandir en tant qu'agence. C'est de faire confiance au final. Tu fais confiance avec les personnes, aux personnes avec lesquelles tu travailles. Tu les empower au maximum. Et au final, tu communiques avec eux, tout simplement. Et juste ça fait 90% du taf, je pense. Ouais. Ok. Oui, j'ai dire que là, encore une fois, c'est ta cliente qui est dans la communication. Elle n'a pas les compétences techniques, mais c'est trouver, toi, tes forces et le point d'équilibre Exactement. et le fait que tout le monde soit embarqué dans le même projet et dans la même direction. Ok. On apprend tous ensemble au final. Et c'est ça. Oui, et pas avoir peur de dire que tu sais pas. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as un indispensable justement, on parle de connaissances. Est-ce que tu as un livre moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est un livre de chevet, un podcast, une émission le tien. que tu suis au quotidien et t'accompagne. Ouais, j'ai une personne qui m'inspire énormément. C'est Simon Sinek. C'est pour ça que je te parlais du why beaucoup. Ouais. C'est son livre Start with Why. Mais il en a eu plusieurs autres. The Infinite Game, Leaders Eat Last aussi. Pour moi, c'est une personne qui m'inspire énormément parce que c'est quelqu'un d'inspirant qui comprend le milieu du travail. Tu vas en parler d'entitlement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il en parle aussi dans les interviews, dans les podcasts qu'il a. Pour moi, c'est une très grosse source d'inspiration. Et je pense un deuxième, ça va être Adam Grant, son livre Think Again, qui est aussi très puissant dans cette idée de te re-questionner énormément, de ne jamais être trop têtu sur tes connaissances et potentiellement rester ouvert d'esprit. En tout cas, c'est ces deux livres-là qui me guident au quotidien dans ma manière de travailler avec les équipes. Start with Why, je pense que c'est ça, hein, c'est réussir à rationaliser tout ce qu'on fait pour nos clients, apporter de la valeur. Est-ce que tu as un conseil à transmettre à une personne qui souhaite entreprendre? Je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est lance-toi. Même si le projet n'est pas encore abouti, teste, soit dans la spontanéité, parce que je pense que c'est le plus important. Si tu as une vision en tête, si tu as des bribes d'idées, faut se lancer. Si tu as cette volonté d'entreprendre, faut se lancer et puis on verra ce qui se passera. Faut pas trop, je dirais, ambitionner trop grand, trop large dès le début, mais step by step, commence par le plus simple. Et je pense que ça, tout doucement, en fait, ton projet se structurera, pardon. Et c'est comme ça que j'ai toujours commencé, et c'est ce qui m'a réussi. Et donc, c'est vraiment un conseil que je veux donner. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Sur notre site web, backtoback.agency. Sur LinkedIn aussi. Pareil, Back-to-Back Agency. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Charles. Merci, Paul. Enrichissant et un plaisir d'échanger avec toi. Un grand plaisir aussi. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube des Leaders sans frontières. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir.